Les amis, est-ce que ça vous intéresse de savoir comment on fait 80 000 euros avec seulement 400 personnes dans sa liste email? En tout cas, moi, ça m'intéresse grandement et c'est pour ça que je sollicite Axel aujourd'hui pour ce podcast. Je pense qu'avec un hook comme ça, toi l'experte du copywriting, est-ce que tu penses que les gens vont rester jusqu'au bout ou pas? Bah, je pense, hein. Après, c'est à moi de les tenir jusqu'au bout aussi, hein. Donc, bon, Ok. En tout cas, allons-y. c'est sexy comme truc. C'est clair. C'est clair. Comment tu vas, Axel? Ça va et toi? Ouais, ça va. Je donne un peu de contexte sur notre rencontre. On était tous Vas-y. les deux conférenciers chez Steve pour son séminaire Master Show. visible. Ouais, le Master Show visible. C'est grave cool. Qu'est-ce que tu retiens de l'expérience, toi? C'était ma première conférence, donc c'est un peu égoïste dans le sens que je retiens de la première expérience, c'est que déjà je peux le faire parce que c'était ma première conférence devant 150 personnes. Ouais, ça fait passer, au niveau supérieur dans le sens si je peux parler devant 150 personnes, qu'est-ce que je ne peux pas faire au final, tu vois? Trop bien. Et moi aussi, j'ai kiffé. Et moi, c'était. Alors, ça m'arrive assez régulièrement, mais c'était la première fois, je crois, que je parlais devant autant de monde qui n'était Ah pas ouais? de chez moi, de ma commu, tu vois. Ah J'ai déjà oui. fait des 200, 300 personnes, mais des gens qui Mmh. venaient des followers ou des gens avec qui j'avais bossé. Donc, c'est vachement plus simple. Et après, la même semaine, on avait le challenge avec Mohamed Bouclé, 30 000 inscrits. Donc, c'était beaucoup. Mais en fait, vu que c'est en ligne, tu le vois pas. Et en Oui, fait, ça je va. vois pas. C'est juste des chiffres. C'est juste des chiffres, Tu ouais. regardes pas le compteur et tu te concentres sur le truc. Mais là, tu es obligé de les Et voir, ça les te gens, fait parce que tu bien. interagis avec eux. Donc c'est chaud, quoi. Non, bah, moi, pendant tout le long, d'ailleurs, j'ai eu pas mal de gens qui sont venus me voir, pour, rigoler un peu de ça, mais, moi, pendant toute la conférence, j'ai marché. J'ai marché, Mm. marché, je crois que j'ai pas regardé les gens dans les yeux, tu vois? J'étais en mode: «Si j'arrête de marcher, je vais oublier ce que je vais dire, c'est fini», donc, voilà. Depuis, moi, j'ai pris un accompagnement avec Eric Blot. D'ailleurs, je vais le recevoir très certainement Ah dans le oui, podcast je me rappelle. la prochaine fois. En fait, lui, il est agent de conférencier et on a discuté. Il a un accompagnement justement pour bosser tout ça. Et donc, je suis à fond dedans. Donc, j'ai réécrit ma conférence. Donc, pas une masterclass expert, mais plutôt une conférence plutôt signature, ce qu'il lui l'appelle. Et là, la semaine dernière, vendredi, j'ai fait toute une journée de théâtre, genre avec une prof de théâtre, genre pour bien placer justement le fait de pas faire Mmh. les 100 pas, ce que tu viens de dire, parce que moi j'ai fait pareil. Ou alors le fait de faire le bilboquet comme ça, là, de se Ah oui, balancer, de toujours. placer sa voix, d'accepter le silence, truc que je n'accepte jamais, tu vois. Donc voilà. Donc si un jour toi ça te tente, moi je te le recommande. Et le 22 janvier, jour de mon anniversaire, on va tourner la conférence en vidéo en mode, enfin, en truc propre et tout. Donc c'est vraiment pas mal. Je vous conseille son accompagnement. En tout cas, j'ai pas terminé. Je suis qu'à la moitié, mais il est vraiment très très cool. OK, bah, intéressant à savoir. Surtout quand tu sais qu'en plus, enfin, la façon de dire les choses et l'énergie avec lesquelles tu dis les choses, c'est aussi important que ce que tu dis. C'est même plus important, je pense. Ouais, c'est vrai, Ouais. je pense aussi. Je le vois avec des clients des fois, genre, faut aussi leur apprendre comment est-ce que tu parles en conférence parce que c'est enfin, l'énergie que tu mets, c'est un truc de fou, quoi. Mais l'idée aussi, l'idée d'en mettre moins, mais pour que ça ait plus d'impact. Mmh mh. Et souvent, quand on est passionné, moi, je suis un dev de formation, je suis ingé, donc j'ai envie, tu sais, de parler de trucs techniques, très Ouais. pointus et tout. Peut-être que toi aussi, peut-être un peu, je sais pas. En fait, vu que tu es passé juste après moi, j'ai pas pu assister à ta conférence, donc c'est un peu ce qui nous amène aussi à faire le podcast aujourd'hui. Mais on veut trop en dire, on laisse pas de place à la partie storytelling, tout l'emballage. Et ça, c'est un petit peu dommage. Toi, tu t'es senti aussi un petit peu dans Bah, cette moi, situation? je l'avais préparé, mais genre 50 fois, je pense et j'avais justement intégré les histoires, les exemples et tout, les métaphores pour que ce soit ultra concret. Donc à ce niveau-là, je pense que ça a été d'ailleurs, il y a plein de personnes qui sont venues me voir à la fin pour me dire que j'étais leur, 2e conférence préférée de la journée. Donc Trop bien. je pense que c'était, après toi, la deuxième. Donc c'était Ah plutôt bon? cool. Enfin, Bah, en tout cas, vas-y. ouais, je pense, je vais pas dire les noms exactement et tout, parce que je pense pas qu'ils aient envie que ça sèche, mais voilà. Trop bien. Et justement, toi, tes compétences en écriture, bah, ça a dû t'aider forcément. Ah oui. Comment tu t'es Bah, en fait organisé? T'as écrit la conf comme tu aurais écrit un mail ou? ah oui, oui. En fait, quand tu regardes tout est copywriting, genre même les vidéos de formation que tu fais, souvent c'est du copywriting pour les rendre intéressants et que les gens aillent jusqu'au bout. Enfin, la consommation, c'est ultra important aussi pour t'assurer que les gens fassent les trucs et écoutent tout. Donc oui, je l'ai pensé exactement comme ça, découpé en 3 piliers avec à chaque fois une histoire, un exemple concret et vraiment, j'ai montré genre, template avant, après aussi et Mmh. expliqué en quoi c'était important. Ouais, trop bien. Et qu'est-ce qui t'a amené à monter sur cette scène-là? Je crois que tu collabores avec Steve, hein? Ou tu as collaboré, je sais plus. Ouais, je collabore et j'ai collaboré avec Steve, ça fait un petit moment qu'on travaille ensemble et alors je sais pas ce qui l'a amené à mettre de l'emailing dans sa conférence. Je pense qu'il s'est dit que c'est intéressant et que c'est un sujet qu'on voyait pas souvent pour le coup et du Ouais. coup, bah, naturellement, il a pensé emailing. Bon, bah, je m'occupe de ses emails, je me suis occupée des emails de un peu, beaucoup de gens dans le monde de l'infoprenariat donc il s'est dit: «Bon, allons-y, quoi». Ouais, trop bien. Et ouais, je pense que c'était une bonne chose, parce que moi aussi j'ai eu que des bons feedbacks, donc c'est cool. Et l'email,
c'est un petit peu moins à la mode, mais c'est giga, giga, giga puissant. Bah, en fait, quand tu regardes, tout est une question de liste. Soit tu as ta liste à toi que tu, mince, comment on dit ça en français? Que tu own. Oui, que tu détiens. Je fais des anglicismes des fois, Non, j'espère. t'inquiète, c'est pas grave, c'est pas grave. Que tu détiens, soit en fait tu, fais du marketing sur la liste de quelqu'un d'autre. Facebook, c'est une liste en fait. Ils ont une Ouais. liste, mais que toi tu payes pour, faire, ben, de la publicité dessus en fait. Donc bon, à choisir, bah, je préfère avoir ma propre liste à moi quoi, tu vois? Que tu peux exporter, où tu veux et cetera. Et puis, c'est toi qui me disais, genre dans les coulisses avant qu'on monte sur scène qu'un coup, tu avais, je sais plus combien de milliers d'abonnés avant sur Insta et que tu t'es fait strike comme ça du jour au lendemain. Donc finalement, enfin Exactement. c'est pas 52 000, ouais, exactement. ouais 52 000 tu vois? Alors que c'était ta liste, bah, elle serait allée nulle part. Donc c'est Ouais. pour ça que C'est clair, j'ai dû aller chercher mes proches pour relancer sur WhatsApp au départ, hein. En mode, je me suis fait ah strike, ouais. les gars, venez donner de la force, venez m'aider. J'ai récupéré 500 personnes comme ça et c'est remonté petit à petit. Mais ouais, c'était chaud. En effet, on ne possède plus rien parce que même, en vrai, il y a énormément de valeur aussi dans le pixel. Tu vois, on fait de la pub, on a des business basés sur la data. Mais cette Mmh data, mh. il suffit que l'Union européenne nous interdise de l'utiliser ou alors qu'on se fasse strike le compte publicitaire ou que voilà, pour une raison X ou Y, on n'ait plus accès à cet asset de la boîte. On n'a plus de boîte en fait. Et moi, ça m'est arrivé, donc ouais. Euh, toi, les gens avec qui tu travailles, est-ce que tu peux les décrire? Mmh. Ils sont à quel stade quand tu commences à bosser avec eux? Ouais, alors c'est vraiment, je pense qu'en 6 ans, j'ai eu de tout, quoi. Genre, comme je te dis, bah, moi, j'ai ma petite liste email de 400 personnes. Donc, c'est vraiment la plus petite liste sur laquelle j'ai travaillé. Sinon, j'ai des listes qui sont allées de plusieurs, souvent, ça va des dizaines de milliers de personnes, on va dire au-delà de 10 000. Et ça peut s'étendre jusqu'à, ouais, des centaines de milliers de personnes. Donc, comme c'était le cas, par exemple, pour Paradox. Et Paradoxe, hein, ensuite, ben, toutes les thématiques. pour les gens qui nous écoutent, Ouais. Paradoxe, c'est David Laroche. C'est ça, exactement. Après, j'ai travaillé vraiment dans des domaines, mais extrêmement variés, quoi. Je suis allée, jusqu'à vendre des montres haut de gamme, donc ça, c'est vraiment pas un achat impulsif et c'est en plus pas un truc que tu peux essayer, donc c'est des choses un peu plus difficiles à vendre et j'ai aussi vendu, je crois le truc le plus atypique, c'est des jambons, haut de gamme, qui coûtaient jusqu'à, 5 000 €. Donc voilà Tu vis où toi? Tu vis dans quelle et région? des emails aussi pour des bas. Moi, je suis à Lyon. Tu vis dans À Lyon? OK, bon, parce que nous, dans le sud-ouest, bon, le jambon, tu vois, on est habitué, mais Ah oui, tous les gens du podcast ne sont pas forcément du sud-ouest. j'allais dire, ouais, c'est vraiment là-bas, dans le sud-ouest, mais effectivement. C'est juste que c'est drôle de vendre ce genre de choses-là par email, quoi. De ouf. Et comment comment eux se disent, ils avaient déjà une activité en ligne, c'est déjà du e-commerce, comment ils se disent en fait je vais travailler mon email? Bah, ils étaient déjà un peu, conscients sur ça, hein. Souvent, c'est des gens qui, ont déjà créé leur liste. Moi, je travaille pas avec des gens qui ont pas de liste pour l'instant puisque, bah, je suis spécialisée en emailing. Mais souvent, les gens, sont quand même conscients qu'ils doivent créer une liste, et que, bah, que ouais, que ça leur appartient, que, ben, comme ça, ils dépendent pas des réseaux sociaux et cetera. Donc souvent, ouais, ils ont déjà des listes email. OK. Et la collecte d'emails, toi, tu conseilles quoi? Est-ce que tu es la team, lead magnet et après je vais les réchauffer petit à petit? Ou alors c'est plutôt des emails suite à des transactions, post-commande, ce genre de choses-là que tu travailles? Bah, alors les 2, il faut juste mettre des tags. Quand ils sont clients, bon, là, tu as un tag client. Sinon, bah, lead magnet, oui, ça marche bien aussi, hein. Après une pub ou après des réseaux sociaux. Enfin, en vrai, le but, d'une liste, c'est d'avoir plein de portes sur, différents canaux et cetera, qui font que les gens vont te trouver. Donc ça peut être un podcast, ça peut être je sais que mon client en question sur le jambon, par exemple, il était passé à la télé. Bon, bah, là, les gens sont allés voir sur son site et sur son site, on avait mis un truc genre, bon, bah, je sais plus quel lead magnet on avait mis à l'époque, mais en gros, c'était rejoignez, la lettre et cetera et les gens le faisaient, quoi. Et justement, quand le mec il a des éléments de langage, quand il passe à la télé, il y en a d'autres qui vont faire des podcasts, il y en a d'autres qui vont faire de la pub, il y a les pages de vente, il y a tout ça. Comment tu fais en sorte que tout ça s'harmonise autour d'une idée principale, tu vois? Parce que moi, je le vois souvent, enfin, je le vois souvent, je l'ai vu souvent. Il peut y avoir plusieurs prestataires de marketing et en fait, quand tu Mmh. regardes juste à l'échelle de la boîte, tu dézoomes le truc, il n'y a pas de cohérence. Comment toi, tu gères ce truc-là? Est-ce que tu drives justement l'ensemble de la cohérence ou comment est-ce que ton client, il est conscient de ça? C'est le message, il doit être cohérent, on est d'accord. C'est une grosse partie du marketing, la cohérence. Alors, je sais pas, je vais te donner peut-être l'exemple de la location saisonnière, donc bah, mon client là. Mmh. Typiquement, lui, il a une liste. Effectivement, il y a plusieurs typologies de personnes qui sont dessus. Donc, tu as des personnes qui sont à différents stades. Tu as des personnes, par exemple, qui sont encore en recherche de biens, d'autres qui ont un bien, mais qui sont plutôt en location longue durée, d'autres qui sont en location courte durée. Et là, au début, lui, il avait une liste de 50 000 personnes et c'était vraiment un brouhaha.
et genre ils faisaient quasiment plus de ventes avec ça. Et finalement là on s'est recentré sur les personnes, les propriétaires qui ont d'Airbnb, qui ont du mal à avoir des réservations, et du coup on a fait toute une masterclass dédiée là-dessus. Donc en fait on a recentré le message comme tu dis, et puis du coup la cohérence après ça se met de la pub au lead magnet effectivement dans les emails. Et le fond des emails c'est de toujours rappeler, toujours tourner autour de ok, comment augmenter ces réservations, pourquoi vous avez du mal à avoir des réservations, etc. en fait. Ok. Est-ce que tu remarques du côté du prospect, est-ce qu'il y a des comportements qui changent, des datas qui changent? Par exemple, un taux d'ouverture qui est plus faible qu'avant, on en est où des mises en spam, etc. Est-ce que ça a évolué ces dernières années? Alors, je vais te dire que je ne suis pas ces métriques-là. Parce que pour moi, en fait, ça m'importe peu. Dans le sens que je regarde, c'est plutôt les ventes, le nombre de rendez-vous qu'on va avoir, plutôt que le nombre, en fait, d'emails qui est ouvert. C'est-à-dire que une personne, des fois, elle va ouvrir un email, puis elle va pas ouvrir celui du lendemain, puis tu sais pas Hmm. pourquoi, un jour, elle va ouvrir un email, et puis ça va lui faire sens à un moment donné, et elle va se dire, ok, je réserve un rendez-vous. Ça se trouve, elle l'a pas ouvert tout d'avant. Et la deuxième chose, c'est que des fois, dans le titre, tu peux cibler un type de comportement précis. Genre, par exemple, je sais que un des gros pain points de notre audience, par exemple, toujours sur ce client de l'immobilier, c'est comment éviter d'avoir des familles qui sont vraiment désagréables, genre le genre de visiteurs que tu veux pas du tout avoir dans ton Airbnb. Par exemple, si je mets ça en ligne d'objet, ça va attirer que les propriétaires qui ont ce problème-là. Mais du coup, tous les autres propriétaires, peut-être qu'ils n'ont pas de réservation, mais ils vont pas se sentir concernés par Ouais. ce problème-là. Et du coup, forcément, tu auras un taux d'ouverture qui est plus faible, mais Ouais. tu vas plus targeter les bonnes personnes, tu vois ce que je veux dire? Ah, hyper intéressant. Bah, ça, tu vois, par exemple, en fait, quand tu me le dis là, ça a beaucoup de sens, mais c'est la première fois que je l'entends. Et je l'avais pas capté, tu vois. Ok. Donc, ouais, ok. Et ensuite, j'ai un autre exemple. Je sais pas si ça peut aider son audience. Avant, j'ai aidé quelqu'un qui vendait des prestations de pâtisserie, et lui, dans son audience, il s'était mis à vendre aussi des prestations pour aider les gens à passer le CAP pâtissier en même temps en reconversion professionnelle. Et du coup, c'était un service qui coûtait plus cher. Donc, je crois que c'était dans les alentours de 1500 par rapport à son audience qui, elle, était habituée à des petits produits qui coûtaient à l'époque je sais plus à combien elle les vendait, 50, 70 euros. Du coup, si on ciblait, genre, passer le CAP, je dis n'importe quoi, c'était pas une d'objet, tu vois, mais qu'on trouvait un objet qui ciblait que les gens du CAP, on allait avoir beaucoup moins de personnes là-dessus, mais finalement, ceux qui allaient prendre l'appel allaient être beaucoup plus qualifiés, tu vois. Et donc, Ouais, c'était bien beaucoup sûr. plus intéressant pour nous d'avoir des personnes, d'avoir moins de personnes qui ouvraient l'email, mais qui du coup allaient au fond de l'email et puis prenaient Hmm. le call, plutôt que d'avoir tout le monde. Voilà. Ok. Pour toi, c'est quoi le bon ratio entre email de valeur et appel à l'action, très transactionnel, genre lancement, machin, etc. C'est souvent la question moi qu'on me pose. Je t'avoue que je suis un peu démuni, je sais pas trop quoi répondre à ce moment-là. Souvent, moi, je dis 3 give pour un ask, mais ça me semble peut-être Ouais. un peu pushy. Alors, pour moi, il n'y a pas de différence entre email de valeur et email de vente, dans le sens où un email de valeur doit vendre et un email de vente doit être un email de valeur. Et là, je vais te ressortir la métaphore que j'ai donnée pendant la conférence du Master Show et qui a beaucoup plu. C'est, imagine, tu vas au médecin. Genre, t'as mal. Imaginons, disons que t'as une infection urinaire, je dis n'importe quoi. Imagine que t'as une infection urinaire, tu vas au médecin, ça te fait mal, ça te brûle, etc. Et puis, le médecin te donne une ordonnance. Tu sors du médecin, tu vas à la pharmacie, tu donnes l'ordonnance, tu dis, bon, voilà, le médecin m'a prescrit ça. Et là, la pharmacienne te regarde, elle te dit, mais monsieur, aujourd'hui, c'est le jour de la valeur. On vend rien, on vend pas de médicaments. Mais si vous voulez, je peux vous éduquer sur votre problème et puis, demain, vous pourrez revenir acheter. Tu fais quoi? Tu sors de la pharmacie et tu vas chez une autre pharmacie qui vont te vendre des trucs, tu vois. Donc, en fait, c'est bête de se dire, ok, mon audience veut absolument de la valeur, etc. Pour moi, quand on apporte de la valeur, alors il s'agit pas d'être pushy en mode acheter absolument, faire tout le temps de l'urgence, etc. En mode il reste que 3 places, etc. C'est suggérer que, ok, si vous avez ce problème-là, que l'email vous a interpellé, et à la fin, vous pouvez aller plus loin avec moi. Soit on leur donne le lien d'une vidéo YouTube ou d'une masterclass, nous on fait ça, ou bien le lien d'un call en particulier pour qu'ils réservent un appel du coup avec nos closers. Mais du coup, voilà. Le but, c'est Ok, de à la fois les laisser dans l'univers et puis vendre, quoi. ok, hyper intéressant. Et pour toi, une bonne fréquence sur, admettons, on part sur le business, genre coaching business, comme moi, tu vois, à travers le mastermind ou à travers un autre programme. Est-ce que tu penses que je dois envoyer un email tous les jours? Parce qu'en fait, j'ai peur d'être un petit peu à court d'idées au bout d'un moment. Ben, tout dépend. Moi, j'aime bien parler de cette notion de proximité. Forcément, j'avais fait, d'ailleurs, j'ai l'impression que je suis en train de répéter ce que j'ai dit pendant la conférence, donc En plus, c'est sans trucage parce que j'ai pas pu assister à ta conférence pour le coup et j'ai pas encore vu le c'est replay. pas Donc, grave. Ouais, pas de souci. Mais du coup, je peux pas partager l'écran et je suis même pas sûre de retrouver le diapo, mais en gros, j'avais fait un diapo où tu voyais genre 50 petites cases quand t'envoyais un email par semaine et de l'autre côté, j'avais mis 365 carrés.
Et en fait, tu Ouais. voyais immédiatement la différence et tu voyais que tu avais 6 fois plus d'opportunités quand tu envoyais un email par jour, d'être proche de la personne, de raconter des histoires, des angles et au bout d'un moment, en fait, ça fait l'effet Stray, c'est-à-dire qu'il y a une personne, peut-être qu'elle va pas commander au bout de 50 emails, peut-être qu'au bout du 150e email, il y a un angle qui va lui faire tilt, tu vois? Et elle va se dire: «OK, je commande». Après, est-ce qu'il faut envoyer un email par jour? Tu pas obligé. Genre, je pense que 4 emails par semaine, c'est déjà pas mal. Mais le truc, c'est que c'est plus pour toi. Je sais que moi, quand je m'arrête d'envoyer un email par jour à ma liste, par exemple, des fois, je vais pas partir pendant un mois, tu vois? Alors que quand je suis dedans, je vois les croix cochées, ouh là, j'arrive plus à parler, les croix qui sont cochées et j'ai pas envie de briser la Ouais. ligne. D'ailleurs, Donc je crois que c'est un exercice de presque de créativité plus que de la comptability in marketing en fait. En fait, si tu arrêtes de publier, tu casses le lien et toi tu casses aussi ton muscle créatif. Oui, ah bah, alors après tu peux avoir un très bon muscle créatif, mais je sais que je sais plus qui c'est qui faisait ça, le gars qui écrivait, les blagues pour Seinfeld ou je sais plus, c'était un comédien qui était très connu et lui il écrivait une blague par jour et en fait il brisait jamais la chaîne, tu vois? Il disait: «Si je brise la chaîne, je sais que je me remettrai pas». Mais c'est plus pour dans cette raison-là que je disais de faire Ouais. un email quotidien, mais en réalité si vous avez, la discipline de le faire, 4-5 fois par semaine, bah, en fait c'est OK, tu vois? Il faut à chaque fois amener, tu m'en parlais là dans la préparation de l'épisode, du divertissement. Du moins, il faut être divertissant. Tu me disais ça, c'est une grosse partie, une partie très importante. Comment on jauge pour pas non plus, quand on vend un truc sérieux, il faut être divertissant, mais sans être un clown, tu vois. Donc, comment on jauge tout ça? Pour moi, il y a 2 choses qui sont méga importantes justement pour, faire parce que je pense que la question de fond, c'est comment je fais pour que les gens continuent de me suivre sur le long terme sans se lasser, c'est Bah ça? ouais, ouais, Pour moi, clairement. il y a 2 choses qui sont importantes. Il y a cette notion, bah, déjà, si vous voulez que les gens continuent de vous lire sur le long terme, bah, il faut leur donner envie de lire sur le long terme. C'est genre Captain Obvious, mais en fait, enfin, quand tu regardes concrètement dans la boîte mail, c'est souvent des templates qui se répètent, des trucs et cetera et du coup, bah, ça devient totalement prévisible et forcément, bah, ce qui est prévisible, tu commences à t'en lasser. Pour moi, il y a 2 choses. Il y a ce que j'appelle devenir un filtre. Je pense qu'on va revenir sur cette, notion après parce que c'est vraiment une notion, ultra importante. Et il y a cette notion aussi de Netflixisation, des emails. Hem qui est vraiment basé, ouais, sur le divertissement. En fait, être divertissant, tu as pas besoin d'être drôle et tu as pas besoin d'être un clown, hein. C'est juste, comment tu fais pour incorporer des histoires, et comment rester vraiment dans le monde du lecteur aussi. Je vais te donner un exemple ultra concret. Par exemple, quand je travaille avec le client qui vend les jambons, donc il vend pas que des jambons, mais il a une ferme et en gros, il vend plein de produits, gastronomiques, de luxe. Ses clients, c'est plus des types comme, je sais pas moi, des consultants haut de gamme ou genre, je sais aussi qu'on a Delphine Arnault qui nous a acheté, qui nous avait acheté de l'agneau un coup comme ça par mail. Tu as aussi, bah, des maires dans les environs de Paris et cetera. En fait, c'est des gens qui, ouais, vraiment, je vais pas mettre une étiquette dessus, mais qui sont plutôt cultivés. C'est évident que je vais pas leur donner des références de Kim Kardashian ou de, je sais pas, de Teletubbies ou des trucs comme ça, tu vois? C'est pas dans leur monde. Je vais peut-être plutôt aller du côté de, OK, bah, les références historiques, plutôt aller du côté de, l'authenticité, genre, comment dire ça? Plutôt le ah mince, j'ai oublié le mot. Tu sais, le côté vraiment artisanal, je sais qu'Hermès, ils le font très, très beaucoup ça. C'est pas très français d'ailleurs de dire ça, très beaucoup, mais C'est pas grave, t'inquiète, on a compris. Mais oui, ouais, oui, bien sûr, aller, dans tout ce qui est, l'artisanat. ouais, tout ce qui est fait main et cetera, montrer, bah, le souci du détail et cetera. J'ai plutôt aussi donné des exemples de musiciens comme Gainsbourg, enfin des choses comme ça, ouais, qui sont plutôt, bah, dans leur génération à eux, je vais dire. Ouais. Et du coup, en fait, le fait de rester dans leur monde comme ça et de prendre des exemples un peu de partout, bah, c'est divertissant et ça a pas besoin d'être drôle. En fait, tu les rattaches à quelque chose qui les sort un petit peu de la thématique, mais qui, en fait, tu trouves des points de liaison entre ce que eux connaissent, ce qu'ils savent, et ce que la Ouais, marque, exactement. Tu as une autre façon de faire aussi, qui est ce que j'appelle, transformer en fait ton business en show business et pour moi, Netflix, ça le fait très bien parce que, bah, du coup, en fait, quand tu suis une série, souvent une série, c'est quoi? C'est une caste de personnages dans un environnement qui interagit avec certaines situations et entre eux. Et du coup, en fait, dans ton business, tu as toujours, bah, des fournisseurs, des producteurs, tu as toujours des clients, tu as toujours je sais que nous, bah, on fait régulièrement intervenir nos closers. Pareil, dans le cas de mon client sur l'immobilier, on fait souvent intervenir ses enfants parce que finalement, ils travaillent beaucoup à la maison, donc c'est des personnages à part entière. Et en fait, ben, les gens, viennent sur ta liste pour résoudre un problème, mais ils y restent parce que c'est toi, ta personnalité, ton monde, ton univers. Et en fait, c'est ça qui les fait rester sur le long terme et qui fait qu'ils vont lire tes emails aussi sur le long terme. Donc évidemment, il y a pas que ça, il y a aussi ce concept de filtre sur lequel on va revenir après.
Mais du coup, ça c'est important. Et en fait, souvent, je sais qu'on crée des mini narratifs. Genre, là, je pense qu'on va créer une narrative autour de notre closeuse. Par exemple, elle nous a rejoint il y a récemment et elle est plutôt dans l'achat-revente. Alors, je pense qu'il va y avoir toute une narrative autour de comment est-ce qu'on essaye de la convaincre de passer pour la location courte durée, tu vois. Mm. Mais si ça se fait pas, ça peut être fun en fait. Ça peut rappeler les avantages de faire ça, etc. Pareil, on fait souvent intervenir les clients. Je sais que lui, on fait aussi souvent intervenir les agents immobiliers parce que bah, finalement, on est dans le truc, tu vois. Et genre, il y a des agents immobiliers qui se répètent, qui vont donc on va peut-être faire des emails genre ce matin, l'agent immobilier m'a donné un coup de fil, vous devinerez jamais ce qu'il m'a trouvé, etc. Et des choses comme ça, en fait. Et voilà. Et en fait, là, tu peux jamais être à court d'idées, parce que ben, forcément, il se passe toujours quelque chose vu que tu interagis au quotidien avec des gens. Ouais, bien sûr. Et donc, toi, comment justement tu récupères cette data? Comment ça se passe l'interaction avec ton client? Alors, j'ai une politique assez stricte où il faut que j'interagisse quand même beaucoup avec mon client. C'est-à-dire que je vais l'embêter un petit peu au début pour qu'il m'envoie beaucoup de vocaux, on va dire, pour que ben il me raconte un peu ce qui se passe dans sa vie, etc. Et puis ben après là, comme mon client immobilier, ça va faire peut-être un an, peut-être un peu plus d'un an qu'on travaille ensemble. Donc finalement, je commence à vraiment bien le connaître. Et puis bah j'ai de l'interaction avec tous les membres du business maintenant. Donc finalement, souvent les informations, je les ai, etc. Donc je peux faire des emails en partant de ça, tu vois. Pareil, il Mm. m'envoie souvent régulièrement les conversations qu'il a avec les clients. En interne, pareil, genre quand des gens lui posent des questions, ça c'est du très bon matériel. Et puis ben, il m'envoie les emails et donc du coup, bah, je les réimprime et je réimprime moi ma réponse. Trop bien. Donc ouais, il y a quand même une bonne interaction. Après, ça prend pas non plus 50 ans, quoi. Mais c'est juste ouais, une interaction quasi quotidienne, quoi. Mais ok, moi je pense que le business en ligne, il est en train de changer. Là, on parle de business traditionnel, mais le business en ligne, c'est pareil. Même c'est peut-être même une accélération de la complexité sans précédent. Les coûts d'acquisition, ils ont explosé. Les Ouais, temps les temps pour prendre des décisions, ils ont été rallongés de ouf. Le marché s'est éveillé. En plus, toi, t'es vachement jeune. T'as quel âge? j'ai 29 ans. Alors, Ouais. j'ai l'air jeune, mais je suis pas. Enfin, si, Ah peut-être si, que je t'as suis 29 jeune, ans, mais. ça va. On sait que la barrière des 30 pour une fille, c'est compliqué. Mais non, toi, tu fais plus jeune. Ah, moi, avec ma barbe blanche et tout, tu vois. Avant, je vendais à des gens, c'était genre, quand j'ai démarré le business il y a 15 ans, je vendais à des gens, c'était genre ma mère ou même ma grand-mère. Là, aujourd'hui, je vends à des gens qui ont mon âge ou même des gens qui ont ton âge, 35, tu vois. Donc, tu te dis, le marché, il a tellement évolué, quoi. Genre, Mm. on a divisé par deux l'âge moyen du client sur le business en ligne. C'est juste dingue. Donc, Alors, les usages aussi, tu vois. Donc, on est obligé d'avoir, mm, avec toute cette complexité et en plus une clientèle qui est de plus en plus éveillée, parce que de plus en plus au fait des techniques de marketing, etc. Avoir la relation, c'est la clé, quoi. Et moi, je me pose beaucoup de questions pour 2026. Et d'ailleurs, je pense qu'il faudra qu'on en parle, toi et moi, en off, sur justement, je passe du temps à rencontrer des gens, à faire des podcasts, à faire du contenu, machin, etc. Donc à me rendre visible. Mais après, la relation, bah, il faut la bosser parce qu'en fait, ça coûte vraiment, vraiment beaucoup d'argent maintenant d'obtenir un client. pour rebondir sur l'âge, je pense que ça dépend vraiment des business parce que je vois le business ben, de mon client en immobilier typiquement. Enfin, il y a quand même une tranche d'âge bien définie, tu vois. Tu deviens propriétaire. Tu deviens pas propriétaire à 20 ans. Enfin, tu peux, mais c'est quand même plus rare. Donc souvent, c'est plus des Oui. personnes qui ont autour ouais, de 35. Ça va honnêtement, je crois qu'on a eu des personnes qui allaient jusqu'à 65 ans. Mais ouais, c'est plus des personnes âgées. Et par contre, pour la sophistication, bah, les gens savent plus les techniques marketing et totalement. Et je le vois parfaitement sur ma mère, hein. Genre des fois, elle va me voir, elle me fait on voit qu'elle a peur de se faire arnaquer parce qu'à chaque fois, elle vient me voir, elle me dit, dis, c'est un vrai site, ça, etc. Et c'est vrai que c'est du e-commerce, mais c'est vraiment bien fait, tu vois. Et on dirait vraiment qu'il y a une vraie personne et derrière. Et donc, en fait, en regardant un petit peu dans les conditions générales de vente, etc., tu vois que c'est pas le cas, par exemple. Ok. Et du coup, ben ouais, du coup, enfin, je pense que le fait de se faire, ouais, de se faire arnaquer, etc., c'est vraiment une peur qui est réelle. En tout cas, dans la tranche d'âge de ma maman, c'est vraiment le cas, quoi. Mais même plus jeune, hein, vraiment. La défiance sur le marché, elle est devenue mais genre oufissime. Moi, je pense que maintenant, les contenus que je produis, il y en a un sur deux, je place au moins ce mot-là. La défiance, la crise de confiance Mm, mm. qu'on traverse. Et en même temps, c'est normal, hein. C'est normal, hein, vu ce qui est proposé par les gros faiseurs, c'est normal que les gens aient peur. Toi, comment justement tu travailles la relation pour que c'est l'air sincère, authentique et que justement ça amène de la confiance? Bah, la relation, c'est déjà basé sur, le fait de montrer que tu es humain. Donc en fait, on revient à cette séquence Netflix et j'ai remarqué, les emails où on parlait, genre, on raconte des petites histoires basées sur, genre, typiquement là dernièrement, cette semaine, pas plus la semaine dernière peut-être, on a envoyé un email sur, comment mon client avait monté le sapin de Noël avec ses gosses, tu vois? Et genre là directement, ça a fait genre 6-7 appels de rendez-vous alors qu'il y avait pas d'urgence, spécifique, tu vois?
Pareil, genre dès qu'on en parle, en fait, dès qu'on a l'air d'être un peu plus proche de l'audience en termes de OK, comment je montre que je suis un vrai humain? Et donc ça veut pas dire se montrer genre, sous son meilleur jour, parce qu'on est tous humains, tu vois? Mais genre vraiment comment je raconte ces petits moments du quotidien, parce que c'est vraiment ceux-là qui sont les plus importants et pas les gros moments, genre en mode, je me suis mariée, j'ai eu un accident de voiture et cetera. Vraiment les petits moments du quotidien et bah ça, sur le long terme, ça crée vraiment, une relation avec la personne. Exactement comme les séries Netflix, tu vois? Genre, il va y avoir des trucs où il y a des énormes, rebondissements et cetera pour le personnage. Genre, non, je vais pas spoiler parce que je sais pas, genre Ouais. qui Non, a alors, regardé attends, quoi et ah, là, cetera, donc là, je non. peux prendre. Je viens juste de réactiver les commentaires de la chaîne parce que je les avais désactivés pendant presque 2 ans. S'il te plaît, me mets pas le bazar. Non, 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 je vais pas faire ça, promis. Mais du coup, enfin, il y a et en fait, on s'attache plus aux personnages pour leurs petites mimiques, pour leur style, pour les petites choses qu'ils font, tu vois? Les interactions et cetera, plutôt que, ouais, pour les gros, gros trucs, tu vois? Et en fait, bah, c'est pareil pour l'emailing et le plus dur là-dedans, parce que du coup, bah, c'est comment est-ce que tu gardes l'attention des gens sur le long terme et pas juste une semaine, 2 semaines. Bah, c'est vraiment d'incorporer ces choses-là et de les mélanger à des choses en mode, ouais, ben, problème et rester dans le monde de l'audience, donc exactement ce qu'on disait. Par exemple, si la personne vient de rentrer, je vais éviter de lui parler de comment j'ai mangé une pomme au petit-déj, même si je le raconte de façon très intéressante, etc. Ça va pas l'intéresser. Par contre, si je raconte bah, comment est-ce que effectivement l'agent immobilier ce matin m'a sorti une dinguerie et finalement j'ai acheté une maison là où je pensais pas du tout l'acheter, bah là ça intéresse les gens, tu vois. Pareil, je raconte beaucoup comment est-ce que il a reçu des messages de visiteurs. Parce que des fois, il a des clients, mais c'est hilarant, genre des gens qui vont venir le saouler parce qu'il y a un pli dans le drap, quoi. Mais c'est même pas exagéré. Et du coup, il est en mode, bah, comment est-ce que je fais pour gérer les situations et pour m'assurer que ça se reproduise pas, tu vois, parce qu'il y a plein de propriétaires qui ont les mêmes galères. Et du coup, c'est comment, à travers mon expérience et ce qui se passe autour de moi, je fais une espèce de miroir avec ce qui se passe pour les propriétaires, tu vois. Hmm. Je sais pas si je Yeah. suis claire ou pas. Ouais, si, de ouf, de ouf, de ouf, de ouf. Et ça, comment, même si d'accord, tu interagis avec les gens et tout, comment tu arrives à avoir une liste d'idées comme ça est-ce que ça t'arrive d'avoir quand même un petit peu la page blanche, quoi? Bon, des fois, j'ai la page blanche, j'avoue. Mais souvent, enfin, la page blanche, ça s'enlève quand tu commences à écrire quelque chose. Et je sais pas, enfin, après, enfin, peut-être que je le fais tellement depuis tellement longtemps que forcément, j'ai pas. Enfin, c'est pas ce que ton audience veut entendre. Donc, je vais pas dire ça, tu vois. Mais plutôt, ben, en fait, posez-vous les questions. Faites-vous une liste de questions chaque fois. Quelles sont les questions que me pose mon audience? Non seulement ça vous pose en autorité parce que du coup, les gens vous posent des questions sur votre thématique, mais en plus, ben, vous avez une réponse toute faite, quoi. C'est les emails les plus simples à faire. Vous avez quelle interaction j'ai eue cette semaine avec des gens en lien avec mon business, donc fournisseurs, producteurs, euh, mes enfants, ma famille, si c'est pertinent pour votre business en tout cas, mes closers, je sais pas, moi, les membres du marketing, peu importe. Montrer que vous êtes une petite équipe en fait et qu'il y a vraiment du lien humain derrière, quoi. Euh, Ensuite, bah, il y a tout ce qui a pu se passer. Je crois d'ailleurs que j'ai mis un exemple là-dedans dans le template que je t'ai donné derrière. Genre un coup, D'ailleurs, qu'on mettra dans les liens de l'épisode, restez jusqu'au bout, on en parlera un petit peu plus loin un peu. des fois, vous avez pas des, comment on appelle ça, des situations qui arrivent et qui sont un peu drôles. Genre, mon client était allé balader son chien et il avait renversé une petite mamie, donc on a pu en faire un email, c'était fun, tu vois. Euh, Ensuite, bah, vous avez les emails qui sont les plus simples, à mon sens, si vous prenez un problème et vous le tournez comme ça. Vous avez aussi les emails, bah, j'ai regardé un film, j'ai regardé telle série, ça m'a rappelé tel truc dans telle thématique, etc., ou telle problématique, tu vois. J'ai lu tel livre et du coup, il y avait ça, voilà. Et il y a les emails test aussi. Je crois que j'en ai mis un aussi dans le template. Et ça, c'est vraiment pas mal. C'est en fait, vous faites un email où vous testez un truc, genre, dernièrement, pour vous donner un exemple ultra concret, mon client avait été approché par une boîte pour qui voulait lui vendre un truc, hein, c'était pas en mode sponsorisation, en mode pour mettre des casiers connectés dans ses Airbnb. En gros, c'est vous avez des casiers genre avec des vitres en fait et vous pouvez mettre des lots derrière, donc ça peut être intéressant et vous avez un QR code et la personne peut payer. C'est une sorte d'upsell en fait. Et on s'est dit bon, ben, on va tester. Donc il a déboursé genre plusieurs centaines d'euros comme ça pour faire un test. Et en fait, il s'est rendu compte que c'était catastrophique. Genre, les gens cassaient les casiers, ils mettaient des mauvais commentaires parce qu'ils avaient l'impression de se faire en mode ouais capitaliste au max. Genre, je viens Ah dans un ouais. Airbnb, finalement, on me demande de payer pour des trucs tout basiques comme du savon et tout, tu vois, ça passait pas du tout. Et du coup, bah ça, on l'a dit, tu vois, on a été totalement honnête avec notre audience. Et je me rappelle qu'on avait eu des très bons retours sur cet email-là aussi. Et du coup, en fait, vous pouvez le dire, mais si vous faites ça, c'est en mode comment je me fais passer pour un cobaye. Quels sont les trucs que je fais, que je peux tester sur moi, etc., donc dans ma thématique, où Qui je vous pourrais vraiment éviterait à donner un vous de le retour. faire et de le subir. Exactement. Et ça, faut vraiment Ouais, le dire. trop bien. Je Ouais, fais, trop, je fais, ouais, trop je fais pas mal magnifique. ça sur ma. J'ai une autre liste email sur la santé naturelle. Et normalement, j'habite la moitié de l'année au Népal. Et quand je suis là-bas, bah, je fais pas mal de trucs en mode test, pranayama, du yoga, etc. Enfin, plein de trucs que je peux faire que là-bas. Enfin,
pas que je peux faire que là-bas, mais dans un cadre différent, quoi. Et ça m'en fait plein des petits produits, tu vois, derrière, et ça peut être intéressant. Trop bien. Et tu vois, j'allais te poser fatalement la question qu'on a dû te poser 400 000 fois. C'est comment tu te sens vis-à-vis de l'IA. Mais en fait, quand tu me dis des trucs comme ça, j'ai l'impression que, en fait, t'as du temps devant toi, quoi. Parce que ce truc-là, Ouais, ça ouais. s'invente pas. Le coup du casier, là, ça va être compliqué de l'inventer. Alors évidemment, ça pourrait. Je sais que je vais avoir forcément des gens qui vont dire si, c'est possible. Mais bon, comment tu, En comment tu fait, te sens par rapport à ça? bah, je vais te dire, moi, je suis en mode, utiliser l'IA, pas de souci, parce que je vois que ça fait encore plus de ventes derrière à moi et mes clients, tu vois? Parce Mm. que du coup, enfin, en vrai, je pense qu'il faut plutôt poser la question comme ça. Est-ce que tu aimerais être en relation avec quelqu'un qui est un robot? Imaginons, bah, enfin, ta copine, c'est un robot, tu vois? Bon, je sais qu'il y en a, ça va peut-être pas les déranger, enfin, j'espère pas parce que c'est quand même triste, tu vois? Mais, je Ils sais que vendent des trucs chelous là sur Temu là. Il y a eu récemment. ah oui, il y a eu la polémique, oui, je crois, les poupées bizarres. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, une relation, ça se crée dans les 2 sens. Donc vous pouvez pas, attendre de vos clients qu'ils vous donnent de l'argent, des likes, de l'engagement et cetera, si vous mettez pas un peu de vous, dans les emails, quoi. Et en fait, enfin, au-delà de ça, c'est que bon alors les gens vont me dire: «Tu sais pas le prompter et cetera». En vrai, heu, je vais dire, j'ai jamais vraiment travaillé de ouf là-dessus. Parce que déjà, pour moi, c'est fun d'écrire les emails de mes clients et j'adore faire ça et mes propres emails, tu vois? Mais aussi, bah, on voit qu'il y a une personne derrière. Il y a plein de petits tics de langage que je peux pas, Ouais. que l'IA pourrait pas, enfin, l'IA pourrait probablement. J'ai déjà essayé, j'ai pas réussi à la faire faire, mais en fait, tous les tics de langage, toutes les erreurs grammaticales, tu vois, genre pas les fautes d'orthographe, les erreurs grammaticales, les bons, b, etc. En fait, on voit que c'est une personne qui écrit, tu vois. Moi, je les laisse parce que je me dis, en fait, vos erreurs deviennent votre style, tu vois, et Ouais, deviennent bien sûr. votre patte. Et donc, du coup, ben, ça, on voit que c'est pas une personne. Et en fait, enfin, souvent, je me balade sur Facebook et j'y reste, mais genre 2 secondes. Parce que je commence à voir, en fait, je les vois de partout maintenant. Et même si au début, je peux être intéressée par la personne et tout, enfin, finalement, je suis là en mode, bon, ben, c'est chiant, quoi. Et j'ai pas envie de dire la Ouais, suite. Quand je commence à ouais. voir c'est machin, nanana, pas gna gna gna, pas gna gna gna, mais c'est gna gna gna, je sais que c'est de l'IA. Ouais. 90% du temps, tu vois. Et je Moi, me dis, moi, je vas-y. suis avancée parce que je suis marketeur copywriter, mais je me dis, les clients qui ont l'habitude de lire des trucs, ils doivent le voir aussi. Enfin, c'est obligé, quoi. Moi, il y a une manière, je donne un petit hack pour savoir si c'est l'IA qui publie mes trucs ou enfin qui écrit mes trucs ou pas. C'est que moi, quand je parle, j'utilise pas la négation. Je dis il faut pas au lieu de il ne Ouais. faut pas. Et quand je l'écris moi, c'est tout le temps comme ça. Quand je le fais retravailler par l'IA, bah, évidemment, ça me le corrige. Donc c'est ça. Si vous recevez des trucs ou que vous lisez des trucs et que vous voyez des négations, c'est que c'est passé par la moulinette de l'IA. C'est à chaque fois ça. Ça t'a pas Bah, ouais. tenté d'aller sur d'autres leviers que l'email? Par exemple, la page de vente, la VSL. VSL, c'est une manne d'argent pour les gens Oui, qui oui, copyrightent oui. tes VSL. Je confirme. Si, mais maintenant, je suis en train d'évoluer dans un poste, je prends moins de clients, mais j'évolue plus dans un rôle de je sais même pas comment on appelle ça, mais en gros, je gère tout le marketing, tu vois? Typiquement, c'est ce que j'ai avec mon client, donc en gros, oui, je vais m'occuper à la fois de comment tu réfléchis le message. Genre, sa masterclass, c'est moi qui l'ai fait et genre, on voit bien que là, il y a vraiment une différence, il y a un avant-après. Ça, c'est du copywriting pareil. Mais oui, mais je préfère les emails puisque c'est le truc sur lequel je m'amuse le plus. Mais finalement, si à des moments, je vois qu'il faut faire des pages de vente ou bien qu'il faut faire des pubs. Pareil, les pubs Facebook de mon client, c'est moi qui les ai fait, bah, je vais les faire, tu vois. Mais souvent, on reste Hmm. quand même. Il y a des choses qui restent quand même fixes, genre les VSL, les pages de vente, mais ce qui bouge le plus, c'est quand même les emails et puis bah, probablement les Facebook. Mais ça, je suis pas encore experte là-dessus, donc enfin, je peux pas trop en parler, quoi. Ok, ok. Mais ouais, ok, je vois très bien. Moi, j'ai une théorie. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. C'est qu'une théorie, donc je suis pas la science, donc j'aimerais challenger ma croyance. Je suis persuadé que ce monde de l'internet évoluant, les consommateurs étant de plus en plus marketing aware, etc. Avant, si on voulait vendre plus rapidement, on pouvait penser que la recette c'était d'améliorer tout ce qui était VSL, Webi, etc. Qu'il suffisait également de travailler sur la partie closing. Mais à aucun moment, il y a encore quelques mois, on se disait, bah en fait, si les gens n'achètent pas rapidement, bah c'est juste comme ça. C'est juste en Mm. fait une réalité. Il y a des sceptiques, il y a des enthousiastes. Les sceptiques attendront d'avoir assez de street cred de la part du créateur, de la part de l'entrepreneur pour passer à l'action. Et je parle beaucoup des business type agence ou Mm, infopro parce mm. que c'est ce que je connais. Je suis un peu moins dans le e-commerce depuis, enfin ça fait 10 ans que je suis dans le e-commerce, donc je sais un peu moins. Mais, puis j'envoyais pas d'email à l'époque. Et c'est ma croyance. Qu'est-ce que tu en penses toi de ça? Des gens by design comme ça, ils ont
peut-être besoin de plus de temps qu'avant. Ouais. Bah, alors, il y a enfin, pour moi, une liste email, ça segmente en 3 parties, hein. Tu as vraiment les ultra, acheteurs, donc ceux qui vont te découvrir, ils vont se dire: «OK, c'est bon, j'achète Mmh. maintenant après une VSL, une masterclass et cetera». Ouais, ils vont acheter, entre quelques jours et quelques semaines. Puis, bah, tu as ceux qui achèteront, fondamentalement jamais rien parce que, bah, ils sont pas prêts à investir sur eux, ils ont pas envie et cetera. Et puis, bah, tu as ceux au milieu, en fait, qui eux, ont besoin de vraiment plus de temps, plus d'arguments, ouais, plus de temps, plus d'arguments finalement pour acheter. Et eux, tu peux pas les avoir avec les structures de copywriting, templatisées et cetera, parce que du coup, Ouais. bah, en fait, si tu commences à faire ça, on en revient au truc du début où tu deviens prévisible, donc les gens arrêtent de lire et donc, bah, ils vont ailleurs et cetera et le cycle se Et répète. tu nourris leurs craintes en fait, en utilisant des méthodes extrêmement basiques, Oui, extrêmement vues et ouais, revues, quoi. aussi. Mais du coup, je sais plus comment j'allais le dire. Oui, il y a 2 chiffres intéressants. Alors moi, j'ai l'expérience sur mon propre client, c'est-à-dire que depuis qu'on a lancé, les calls et cetera, en fait, il y a des gens, une partie, c'est pas la majorité, hein, mais il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir et nous disent: «Ah mais je vous suis depuis des années et je prends enfin un call maintenant», tu vois? Et donc en fait, eux, ils sont là depuis des années et puis, bah, genre, je sais pas pourquoi ils se décident genre: «OK, là, les planètes sont alignées, j'y vais, quoi». Moi-même, alors je vais pas prendre mon cas pour une généralité, mais je sais que j'ai jamais acheté un produit qui coûtait plus de 1 000 € à quelqu'un que je venais de découvrir, les jours d'avant. Souvent, il me faut, quelques semaines, quelques mois avant de vraiment connaître la personne, savoir, voir les témoignages. Est-ce que la personne est vraie? Genre, est-ce que c'est juste une séquence, automatisée et cetera? Ce genre de choses. Donc pareil, je connais un très bon, marketeur américain qui a partagé un chiffre récemment et il a fait des analyses poussées sur sa base email que nous on n'a pas, encore fait du côté de mes clients. Mais en gros, il disait: «Ben, moi, j'envoie de l'email quotidien et en moyenne, il faut, je crois, 3 mois pour qu'une personne achète un petit produit chez moi». Un petit produit, c'est genre 100 balles, tu vois? Mmh. Donc en fait, c'est intéressant d'avoir ces chiffres-là. Ouais. Parce que De c'est ouais, le marché est vraiment en train de changer. Bah, il est en train de se scepticiser, je sais pas comment dire, ouais, ouais, il devient plus d'être de plus en plus sceptique, quoi. sceptique. Je sais alors Ouais, j'ai c'est pas la ça, ref, mais ouais, ouais, je sais pas exactement, mais de plus en plus sceptique, ouais. exactement. Ouais. Hem, pour toi, si admettons je démarre les emails maintenant, ça pourrait ressembler à quoi, un peu le playbook genre, heu, est-ce que je commence par des emails post VSL? Est-ce que je commence par des emails de valeur? Et enfin, par quoi je commence? Quelle est l'étape intermédiaire et quel est le truc ultime? Peut-être l'email par jour et cetera. Si on doit le faire en 3 grandes étapes, qu'est-ce que c'est le P? Alors pour moi, le centre du système, c'est d'écrire un email par jour. Parce que du coup, bah, non seulement tu vas t'améliorer, puis ensuite, bah, tu vas pouvoir avoir plusieurs angles et tu vas pouvoir tester. Et tu vas pouvoir voir directement qu'est-ce que les gens préfèrent ou pas. Peut-être que tu vas avoir des petites variations. Bon, on a dit qu'on regardait pas trop les taux d'ouverture, mais sur une grande période donnée, tu peux quand même voir s'il y a des emails qui se détachent ou pas. Du coup, quand tu vois qu'un email marche mieux qu'un autre en termes d'engagement, en fait, tu le prends et tu le mets au début, OK. genre dans ta séquence de bienvenue, tu vois. Donc en fait, t'as pas à refaire le travail 2 fois. En fait, tu Mmh prends les mh. meilleurs emails dès le début. Tu sais que c'est ceux qui marchent le mieux, qui ont le plus parlé, etc. Et tu les mets au début, tu vois. Et donc du coup, bah, la personne rentre dans ton univers, ça te présente un peu. Ça présente ton autorité, ça montre que tu connais bien ton sujet, et cetera. Et du coup, ça donne surtout en fait, ça pavlovise les gens. Je sais pas si tu connais le chien Mmh. de Ouais, Pavlov? si, si, En bien gros, sûr, ouais. ouais, du coup, ça pavlovise les gens à se dire: «OK, Mais tu peux peut-être je sais que l'expliquer cette pour per» l'audience? Tu peux oui, peut-être c'est vrai. Alors, Pavlov, c'était un scientifique, je ne sais plus de quelle, nationalité. oui, Et si en je pense. gros, lui a découvert que, en fait, il faisait des expériences. Chaque fois qu'il donnait à manger à son chien, il faisait sonner une clochette et au bout d'un certain temps, il s'est rendu compte que dès qu'il faisait sonner la clochette, son chien salivait, même s'il y avait pas de nourriture. Et en fait, il avait, induit un réflexe comme lié par quelque chose d'extérieur. Pour vos emails, c'est pareil. Vous pouvez pavloviser vos clients dans le sens ou vos prospects plutôt, dans le sens: «OK, je sais que cette personne-là, quand elle m'envoie un mail, je veux l'ouvrir absolument parce que je sais que je vais passer un bon moment, parce que je sais que c'est un truc de fou, donc je vais l'ouvrir». Et en fait, c'est même plus votre taux d'ouver enfin, c'est même plus votre titre qui devient important après, c'est votre nom. Le Et ça, rituel. c'est ouais, ça, c'est ultra important aussi. Et juste pour info, l'épisode numéro 100 du podcast a été tourné dans un hôtel particulier à côté de Bordeaux qui s'appelle la Maison Pavlov, donc du coup qui vient de ce nom. Ah, Ça, il trop y a une fun. belle, il y a une belle parallèle. Ok, d'accord. Donc ça, un email par jour pour créer le rituel. Je commence par quoi? Par exemple, l'autorité. Tu parles d'autorité. Ça peut être quoi des contenus d'autorité? C'est quand on dit autorité, on pense toujours au témoignage, mais il n'y a pas que ça quand même. Non. Pour moi, la meilleure façon de montrer l'autorité, c'est de montrer que des gens se fient à notre opinion. Je prendrais des questions, littéralement, qu'on vous a posées. Je dirais: «Tel client m'a posé telle question dans tel contexte» et je réponds. Et ça prouve en fait que des gens vous font suffisamment confiance pour, demander, votre aval et donc se fier à ce que vous allez dire après. Je commencerai par ça. Je pense que vraiment c'est les trucs les plus simples, basiques que tout le monde peut faire. Avec les outils, hein, moi, enfin, pour le coup, le conseil que tu donnes là pour les emails, je le donne. Et juste avant, là, j'étais en consultation avec Arnaud, un membre du mastermind. C'est exactement ce que je lui ai dit. Au niveau de son idéation de contenu,
sur toute la partie trust, middle of funnel. Et je lui ai dit, tu mets un Lixi ou un équivalent avec de l'IA qui est en fait un assistant IA qui fait des synthèses des appels, des réunions. Dès que tu as une réunion avec ton client, tu fais une requête en disant, OK, toutes les questions qui m'ont été posées, extrais-les-moi dans une liste à puces. Et c'est ça ta ligne éditoriale en fait. C'est les questions de tes clients deviennent en fait ta ligne éditoriale Insta pour évidemment le middle of funnel, pour la partie trust. Et avec la théorie que tes futurs clients ressemblent très certainement à tes clients actuels, quoi. Et c'est exactement la même méthode, donc comme quoi il faut le faire à fond. Ouais, exactement. Ça, c'est le plus simple. Ensuite, montrer que tu as de l'autorité. Pour moi, c'est que tu montres que tu manges dans ta propre assiette dans le sens où, typiquement, mon client sur l'immobilier, bon, je reviens à lui parce que comme ça vous donne plusieurs, ça vous donne plusieurs exemples de la même personne dans la même thématique, donc c'est plutôt pas mal. Typiquement, mon client, lui, il a un parc immobilier de 30 biens, tu vois? On voit qu'il applique les propres méthodes qu'il fait à lui et que ça fonctionne. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et ensuite, ouais, déjà ça me semble pas mal. Puis ensuite, ouais, je sais que dans certaines thématiques, montrer que tu as travaillé avec tel client, et cetera. Mais bon, c'est des témoignages, c'est plus dans ce sens-là. Et puis ouais, ensuite pour moi, c'est vraiment de la proximité. En gros, dans chaque marché, tu as des tendances, des potins, des nouveaux outils, des nouvelles tendances, j'ai déjà dit, des problèmes, des nouvelles problématiques, des fausses solutions, et cetera. Et en fait, c'est vraiment un rouleau compresseur tout le temps. Et en fait, souvent, ce que vont faire les gens, c'est ils vont réimprimer le fait, mais ils vont jamais donner leurs opinions dessus. Alors, le meilleur exemple que je puisse donner, si vous C'est ce voulez que font les voir... politiques d'ailleurs. C'est ce que font les politiques. Ils font que dénoncer des trucs, mais en termes de solutions, c'est toujours très pauvre. Donc c'est un Ah petit oui, peu voilà. la même logique. Ouais. Alors ça pour moi, j'ai une toute autre hypothèse là-dessus. Du coup, pour éviter de partir dans tous les sens, je fais juste la notion de filtre. Pour moi, genre c'est ultra important. Votre filtre, c'est votre opinion, votre philosophie, votre univers, votre humour, votre personnalité, votre style, votre façon de parler, toutes ces choses-là. Et en fait, allez voir ce que fait, genre, typiquement, j'adore donner l'exemple de Hunter S. Thompson. Hunter S. Thompson, c'était un grand journaliste dans les années 1970-1980, je sais plus exactement. Et en gros, lui, il est devenu extrêmement connu, mais genre vraiment, il est devenu méga connu. Il a même créé un nouveau style journalistique qui s'appelle le gonzo journalisme. Il est devenu méga connu parce qu'à son époque, tout le monde était objectif. Et il s'est dit, bon, en fait, on peut pas être totalement objectif, moi, je vais être complètement subjectif. Et il s'est mis à raconter comment lui couvrait les histoires à chaque fois, plutôt que l'histoire en elle-même. Et en fait, les gens, il a couvert notamment la campagne contre Nixon, contre je sais plus quel Ah, mais président. ça me parle, oui. Et en fait, les gens du journal qui achetaient le Rolling Stone, donc il a rendu ce journal mégamment connu. Au début, ce journal, c'était pas... peut-être qu'il faisait quelques ventes, mais pas comme après ce que Hunter S. Thompson les a rejoints. Et en gros, lui, il faisait tout le temps, couvrait, genre, qu'est-ce que Nixon... Enfin, comment est-ce qu'il a approché Nixon, etc. Comment est-ce qu'il a vu Nixon, etc. En fait, il racontait son expérience à lui de comment il voyageait à travers le pays. Et en fait, les gens, c'était plus, ok, je regarde juste pour avoir la politique, mais c'est comment... quelle est l'opinion de Hunter S. Thompson sur ce sujet-là, tu vois. Et tu regardes dans ta boîte mail, peu de personnes le font ça. Alors que c'est la base du truc en fait. C'est comment tout ce que vous faites transiter, vous le faites transiter à travers vous, votre filtre à vous quoi. Super intéressant. Et ça me fait penser là, tu vois, j'ai un de mes membres, d'ailleurs, qui est mon producteur vidéo, qui fait tous mes réels et tout, qui s'appelle Thibaut de Franqueville. Allez voir, il a une agence qui s'appelle Creators. Il a un studio de podcast à Paris d'ailleurs qui est très très cool. En fait, il a vlogué la dernière rencontre du mastermind. Du coup, c'est trop bien parce qu'en fait, il parle du mastermind, mais un petit peu comme ça, de comment lui, il l'a vécu. Et ce qui fait que c'est trop bien parce qu'on va avoir, nous, l'after movie, donc produit depuis le mastermind, depuis nos éléments de langage, etc. Et lui, il l'a vlogué. Et en fait, c'est hyper. En fait, ça va amener de la perspective de ouf. Donc, c'est hyper intéressant. J'ai l'impression que c'est la même idée narrative. Ouais. En fait. Bah exactement. Trop bien. Et tout à l'heure, tu parlais de se présenter. Donc, il y avait l'autorité, mais il y avait aussi le fait de se présenter. Pour pas être chiant, parce que le gros problème dans le storytelling, c'est quand on ne sait pas sur quoi se raccrocher. Quand on se sent. Enfin, moi, parfois, parfois, ça ressemble au dîner de con, en fait. Tu vois, moi, je dis, ok, tu me racontes ta vie, mais je sais pas quoi en faire. Comment on peut raconter, comment on peut se présenter que c'est du ralliement, que ça amène du ralliement? Alors, se présenter, tu parles vraiment, genre, comment on se présente ou bien genre vraiment comment on raconte une histoire lambda dans un mail? Non, comment on place du storytelling? Comment en fait, j'explique, en fait, mes éléments de marque, mes éléments d'histoire, peut-être une histoire fondatrice, etc. Sans que ça soit chiant, tu vois. Pour les entrepreneurs en ligne, on utilise beaucoup ça. Tu vois, moi, je parle beaucoup de mon passé dans le rugby à haut niveau. Je parle beaucoup de mes enfants, de mes choix d'aller vivre plutôt à la campagne. J'ai aucun problème au fait, enfin même du coup je l'utilise beaucoup dans mes éléments de langage, c'est même plus ça, que je suis catholique, je suis pratiquant et que donc du coup ça aussi, tu vois, donc c'est aussi des éléments de marque que je place à droite à gauche. Le fait aussi que j'ai eu un business complexe, gros business et que maintenant je préfère avoir un business à forte marge
et que j'explique pourquoi, j'explique comment. Et tout ça, ça aide un peu à définir le Mm, personnage. Parce que entre moi, le mec chiant de Saint-Émilion, avec un chien, deux gosses, qui va à l'église le dimanche et voilà, et qui joue aux échecs avec ses gamins, en face, il y a des mecs à Dubaï qui sont célibataires avec des abdos et qui font du wakeboard. Et en fait, je veux juste pas qu'on soit en concurrence. J'ai juste envie d'expliquer, si vous venez me voir, c'est pour des raisons. Si vous allez voir les autres, c'est pour des raisons. C'est comme ça. ouais. Alors, pour moi, tout ce que tu m'as décrit là, en fait, c'est ce que j'appelle ton filtre, justement. C'est-à-dire que Mm. toute l'information va transiter par là. Enfin, je sais qu'avec mon client, on va souvent caler le fait qu'il ait un bien, enfin, qu'il ait un parc immobilier de 30 biens, par exemple. Ouais. Donc, enfin, genre, on va caler des petites phrases. Je pense que ça, j'en ai mis plusieurs dans les templates. Et d'ailleurs, si vous regardez, parce que là, j'ai pas d'exemple précis, parce qu'en vrai, c'est vraiment dans la façon de décrire. Genre, dans les templates que j'ai mis, bon, bah, forcément, il y aura des petits moments où, entre parenthèses, il y aura peut-être écrit, bon, bah, je peux dire ça parce que, heureusement, maintenant, j'ai un parc immobilier de 30 biens, ou comme j'ai un parc immobilier de 30 biens, voilà pourquoi, blablabla. Et ouais, là, c'est le truc qui me vient en tête quand tu me poses cette question-là. Et en fait, bah, pareil pour le fait que tu sois chrétien, etc. En fait, tu peux le glisser à des moments, mais plutôt l'incorporer plutôt que de faire. Enfin, toi, tu peux faire des emails, genre en mode, je sais pas, il y a un truc, je sais pas si tu vas à la messe, mais par exemple, imaginons que tu y ailles le dimanche matin. Peut-être qu'il va se passer un truc fun, un truc qu'a dit Non, le alors je te prêtre, rassure ou que quelque non. chose. Non, ça arrive jamais, ça. Il faut prendre un autre exemple. Non, Ok. non, Non, c'était mais une tu vois, blague. genre, par exemple, ou je sais pas, genre, t'entends un truc à la radio sur l'histoire du christianisme. Genre, moi, je sais que pour Noël, j'aime bien faire des trucs. Enfin, d'ailleurs, en parlant de ça, je sais que ben un de mes clients est chrétien. Nous, on avait fait un truc genre en mode, bon, ben, en fait, quand tu regardes la Bible, c'est du storytelling. Regarde ce que Jésus a fait avec 12 personnes, en fait. Et la Bible en entier, c'est du storytelling, finalement. Du coup, tu vois, on peut faire un email là-dessus parce que bah, ça reste quand même sa thématique, etc. Donc, tu peux broder là-dessus. Et du coup, ça montre aussi qu'il est chrétien. Donc, Ouais, du coup, bah, t'as quand même son filtre. 100%. Et je vois tout à fait. En fait, tu les places, t'insistes pas lourdement dessus, mais le fait d'en parler, Mm. forcément, ça va l'imprimer dans la tête du lecteur, quoi. Ouais, mais en fait, tu vois, c'est genre plein de petits points comme ça qui font que t'es toi et c'est ton filtre, en fait. Le fait que t'aies des enfants, que t'aies un chien, comment Mm. est-ce que t'allais le promener. Bah, genre, typiquement, l'histoire de mon client avec son chien quand il a renversé la petite mamie. Oui, Bah, en fait, ça montre qu'il a un chien, tu vois. Mais en fait, mis bout à bout comme ça, bah, ça fait que ça crée le personnage, tu vois. Et que c'est réel. Et trop du bien. coup, ben, tu crées aussi beaucoup plus de relations. Genre moi, typiquement, dans mes emails à moi, tu vas beaucoup me voir, boire des ice latte. Il y a un moment donné, bon maintenant je le fais moins parce que ça m'a provoqué pas mal de problèmes de santé, mais en gros, peu importe les jours de l'année, qu'il faisait froid, -10, +30, je buvais un ice latte, tu vois? Et donc ça, je le mettais tout le temps. C'était une petite marque, personnelle. Je parlais aussi, ouais, beaucoup du Népal, vu que j'étais pas mal, j'étais beaucoup plus que ça avant, et cetera. Et en fait, je parle aussi énormément de la copine de mon frère, pareil, de mon frère, de ma famille, et cetera, avec qui je suis très proche. Et donc, du coup, bah, en fait, ça crée des petites histoires comme ça. Et Mm. je pouvais créer des private jokes aussi. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, je les ai pas mis là, mais il y avait un email qui est sur ma liste à moi avec cartonné. En gros, je racontais comment ma belle-sœur avait ramené un gâteau au chocolat avec de la pistache dedans. Moi, j'ai testé ça, etc. Et je sais plus pourquoi, 3 mois plus tard, j'ai dit que je m'étais vengée ou je sais plus quoi. Mais c'est vraiment une ligne dans le mail, tu vois, genre en mode la vengeance après le gâteau au chocolat. En fait, les gens qui étaient sur ma liste à cette période-là, ben du coup, 3 mois plus tard, ils avaient la petite private joke, tu vois, et ça empêchait pas non plus la lecture pour les nouveaux. Mais du coup, enfin ça, c'est comme des potes, en fait. Genre tu crées un historique, tu crées des narratifs, tu crées enfin des trucs comme ça qui se répètent dans le temps, et c'est ça qui fait que ça crée une vraie relation. Pour ceux qui écoutent le podcast et qui sont fidèles depuis 1 an et demi au moins, quand on parle de coin à cèpe, c'est c'est une petite private joke en disant que c'est un secret. Tu vois, nous, dans le sud-ouest, les coins à Mm. cèpe, moi je viens de Dordogne, les coins à cèpe, c'est le truc que les vieux, ils ne racontent jamais. Tu vois, quand il y a un coin à champignons, tu vois, et voilà, Ah oui. voilà. Et donc, en gros, quand je dis un truc comme ça, c'est souvent, je dis là, je vais vous Mm. lâcher un coin à cèpe. Ben, en gros, c'est un truc un peu Ouais, secret, quoi. Donc bah, tu ouais, vois. je vois à peu près le truc. Donc, je prends cette image-là pour que les gens se Mm, raccrochent à ça. mm. Ouais, ouais, bah t'as créé ton propre vocabulaire, donc c'est top, ouais. Trop bien. Trop cool. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ton modèle économique aujourd'hui? Comment tu travailles, toi? Moi, bah, j'ai des clients, réguliers typiquement et je travaille, souvent avec, les mêmes personnes Ok. Tu cherches des et ouais, clients et si oui, dans quelle typologie de secteur tu aimes travailler et tu as de la performance? ça dépend vraiment. En vrai, j'ai déjà une liste d'attente, donc en fait, quand tu rejoins mes emails à moi, bah, souvent, je pitch ma liste d'attente et c'est vrai qu'elle est déjà quand même pas mal remplie et quand j'ai une place qui se libère, si jamais j'ai envie de prendre une mission ponctuelle ou quoi que ce soit, bah, j'ouvre ma liste d'attente à ce moment-là et puis, bah, les gens qui sont là à ce moment-là se manifestent et puis bon, bah, voilà, on cale un call et on voit si ça passe ou pas. Hem Et l'autre question, je sais plus c'était quoi? Et sur quelle thématique tu aimes intervenir? Ah, sur quelle thématique? En vrai, la thématique,
Pour moi, ça m'importe peu. Dans le sens, faut que ce soit éthique. En fait, je regarde plus la personne plutôt que sa thématique à elle. Genre, faut que ce soit éthique, faut qu'elle ait envie de faire les choses bien, faut qu'elle soit vraiment dans l'idée de servir ses clients et pas que ce soit genre des trucs genre en mode, enfin, c'est plus le fric, tu vois, genre en mode faut Ouais. juste que ce soit de l'argent, etc. Faut vraiment qu'il y ait quand même une volonté de faire du bien, j'ai envie de dire. Et sinon, bah, franchement, j'ai travaillé avec vraiment tous les domaines, etc. J'ai une grosse préférence si vous êtes dans le domaine de la gastronomie. Je sais pas pourquoi j'adore parler de bouffe, etc. Donc, en vrai, si vous êtes dans ce domaine-là, vous marquez des points. Je pense que je vous Tu mettrai en haut manges de du la liste jambon d'attente. d'ailleurs ou pas, toi? Bah ouais, bah alors il m'avait fait goûter parce que j'étais allée les visiter du coup, et il m'avait sorti un jambon de 100 mois. Bah laisse tomber, c'était incroyable. Ouais, je suis grave jaloux en fait. Non, Ok, c'était trop incroyable. cool. Est-ce que tu Mais peux du nous... coup, ouais. Bon, ça fait quelques appels à l'action que tu nous fais de manière subtile sur ce fameux template que tu nous mets à disposition. Alors évidemment, les gens qui vont télécharger ce template, on va mettre le lien juste en dessous dans la description. Ils vont pouvoir rejoindre ta liste email parce que ben en fait ils vont pouvoir aussi voir comment ça se passe en tant que lecteur. Ils vont pouvoir suivre aussi ce que tu fais et ton actu et savoir comment se passent tes problèmes de digestion par rapport au ice latte ou je sais plus trop quoi. Mais non, je rigole. Mais en vrai, qu'ils puissent suivre ton quotidien. Mais il y a quoi dans dans ce template? Qu'est-ce que tu nous as préparé? Ouais, alors le template, faut différencier deux choses. Il y a ma liste email à moi, donc où c'est moi qui parle et qui écrit en tant que moi. Et là, les templates que je vous ai créés et que je vous ai mis, c'est parce que vu qu'on a parlé tout le temps de ce client en immobilier et que je l'ai fait revenir plusieurs fois, du coup, j'ai regroupé plusieurs emails qui illustrent les différents points que je vous ai expliqués là. Et du coup, bah, vous pourrez retrouver les différents exemples d'emails dans ce subfile. C'est pas vraiment un truc genre en mode, c'est pas un template dans le sens où vous pourrez pas faire du copier-coller, c'est pas possible. C'est trop imprégné de la marque de mon client, etc., des exemples et tout. Mais je pense que si vous le lisez, vous allez comprendre peut-être plusieurs choses. Comment, ben, notamment, je fais du storytelling. Comment est-ce qu'on introduit les questions. Comment, enfin, on introduit ces petits concepts et cette notion de filtre dont on a parlé. Et à côté de ça, je sais pas si on pourra mettre 2 liens à la fin de l'épisode, mais du On coup, peut. ben, il y a ma liste email à moi, où vraiment, là, je parle que ouais, de copywriting, d'emailing, enfin, ouais, vraiment copywriting, emailing, quoi. Ok. Trop bien. Bah, t'es hyper cool parce que moi, ce que j'aurais fait inscrire les gens à ta liste et en premier email, j'aurais envoyé ce truc-là, mais t'es hyper cool. C'est tant mieux. Tu veux qu'on fasse ça? Non, alors parce que du coup, quand ils s'inscrivent à ma liste, c'est pas du tout le même lead magnet pour le coup. Le lead magnet à ma liste, si tu veux, bah, je peux en parler, mais en gros, c'est que, il y a 2 ans de ça, je m'étais lancé un challenge. Je voulais prouver justement qu'on pouvait écrire des emails divertissants et fun à lire sur tout. Et j'avais dit aux gens de Facebook: «Donnez-moi des objets que je vais devoir vendre comme ça». Et du coup, je m'étais retrouvée à vendre des cales portes, des briques roses, des balais chiottes, des crocs à talons Balenciaga. Et j'en avais fait un immense article invité à l'époque qui était paru dans un blog d'un copywriter qui était connu. Et en gros, quand vous rentrez dans ma liste, je vous donne ce document-là qui est vraiment, genre, c'est un long PDF. En fait, là, vous pouvez voir les 8 types d'emails en fait, que j'écris au quotidien. Ok, C'est trop bien. complémentaire, on va dire. Mais Ok, c'est pas la même chose. super. Bah écoute, c'est hyper clair. Où est-ce que, en dehors de ta liste email, où est-ce qu'on peut te suivre? Est-ce que tu as des réseaux sociaux, des liens que tu veux communiquer? Tu m'as communiqué l'adresse de ton site, donc je peux mettre l'adresse de ton site, mais est-ce qu'il y a des endroits où tu écris publiquement? Non, il y a que ma liste email. La nana est inaccessible en fait. Si vous vendez pas du jambon ou du foie gras ou des trucs comme ça, c'est mort les gars. Vous pouvez pas savoir ce qui se passe dans la vie d'Axel. C'est vrai que tout se passe sur ma liste, quoi. Genre, en vrai, j'avais essayé LinkedIn à une époque et j'avais vraiment pas aimé. Genre, pas du tout. Et du coup, enfin, j'avais arrêté. Mais du coup, ouais, enfin, sur ma liste email, ça marche plutôt pas mal, donc tout se passe là-bas en tout cas. Du coup, Axel, est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié? Est-ce qu'il y a un message que tu veux faire passer, peut-être plus global, qui permettrait aux gens peut-être d'avoir une compréhension plus générique de tout ce qu'on vient de se dire? Il y a un truc qu'on n'a pas mentionné, et je crois que je l'avais mis dans ton questionnaire, et qui était, je pense, intéressant. C'est quand vous écrivez ou quand vous pensez votre marketing, essayez de le penser sur comment vous servez encore mieux vos clients, plutôt que Hmm. comment vous allez essayer de convertir vos prospects. Je vous donne un exemple ultra concret. Avec mon client, toujours en immobilier, on a créé une offre qui était accessible juste à certains membres VIP. Et en fait, dans les emails généraux qu'on envoyait à toute notre liste, on a dit, bon bah voilà, si vous êtes client VIP, regardez vos emails, vous allez avoir reçu tel email sur telle offre, etc. Et en fait, ça avait deux objectifs, cet email. Ça montrait aux non-clients
comment, enfin que les clients du coup quand vous devenez client vraiment on vous chérit, vous êtes là, on prend vraiment soin de vous et cetera. On essaie vraiment de penser à votre bien. Vous êtes pas juste un client en mode OK, vous avez acheté un truc, vous êtes perdu dans la nature et ça montrait en fait aux clients que les non-clients avaient aussi reçu cet email-là et du coup ça les faisait vraiment se sentir privilégiés. Et donc du coup en fait, s'il y en a qui se posaient la question de: «Est-ce que je segmente mes clients et mes non-clients?» Non, segmentez-les pas. Ok, Voilà. trop bien. Ça, c'est une vraie pépite parce que pour le coup, moi, je fais vraiment le contraire. J'ai Ah vraiment une ouais? liste de prospects. Ouais. Mais c'est trop cool. Ah ouais? C'est trop bien. Bon, et bah, ouais et la deuxième chose de pourquoi je segmente pas, c'est à la fois pour ça, mais aussi parce qu'en fait, genre, souvent, les gens achètent des trucs, ils s'en souviennent plus et en fait, bah, quand tu renvoies l'email et que tu crées du teasing pour que les non-clients achètent, bah, les clients vont se dire: «Purée, j'ai oublié ça, bah, je vais aller le voir du coup», tu vois? Et du coup, bah, Trop ça bien. augmente, la consommation. Trop bien. Et c'est ouais, et c'est un paramètre non négligeable, la Mmh. complétion des formations ou l'utilisation des produits. C'est le plus important, selon moi. Trop bien. Ben, merci Axel, ça me fait super plaisir d'avoir fait cet épisode avec toi. C'était vraiment top. C'est hyper complémentaire de tout ce qu'on dit d'habitude dans les gros mots. Je mettrai le lien du site, on mettra les liens pour télécharger ce que tu nous as préparé. C'était un plaisir. Pensez, du coup, les amis, pensez à liker, à vous abonner si c'est pas encore fait, bien évidemment. Laissez un commentaire parce que ça y est, les commentaires sont enfin ouverts sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à recommander l'épisode s'il y a des gens qui ont besoin de faire des emails. Ça peut être intéressant pour eux de comprendre la méthodologie d'Axel et également de rejoindre sa liste et de rentrer sur la liste d'attente s'ils ont besoin d'un prestataire. Merci Axel, c'était un plaisir. À très bientôt. Bah, merci à toi, c'était super cool. Trop Bye. cool. À bientôt. Ciao, ciao.